À la une de cette édition, lancement officiel du projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous. Son coût, plus de 70 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation. L'un de ses objectifs est d'accompagner le Mali dans la mise en place de son programme multidimensionnel sur l'éducation. C'est parti pour la deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Elle vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Thème de l'édition 2023. Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. Le silence incompréhensible des organisations des droits de l'homme, des organisations régionales et de la communauté internationale face à l'attaque du bateau Tombouctou qui transportait des populations civiles. Aucune condamnation à ce jour. Triste constat de la rédaction à suivre avec Tamsir Tchabaté. Spécial 22 septembre sur nos antennes. Ce soir, gros plan sur la compagnie Air Mali. Elle a fortement contribué au désenclavement de notre vaste pays et incarné un véritable instrument de souveraineté. C'est pourquoi l'annonce par le président de la transition de la création d'une nouvelle compagnie russo-malienne suscite beaucoup d'espoir. On en parlera avec Modibo Mariko. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard dans le démarrage de cette édition que nous ouvrons avec cette séance de travail tripartite à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre les ministres de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée, Moudi Salifou, ont été successivement reçus en audience par le président de la transition à Koulouba. Rien n'a filtré de ces rencontres, nous précise notre reporter Fousseni Tunkara. Dans l'actualité, à retenir également qu'en juin 2023, le gouvernement a recensé plus de 1700 écoles fermées, 500 000 enfants affectés et 10 000 enseignants concernés. Ce sont des chiffres rendus publics aujourd'hui lors du lancement officiel du projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous, projet financé par la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation à hauteur de plus de 70 milliards de francs CFA. L'un des objectifs de ce projet est d'accompagner le Mali dans la mise en place de son programme multidimensionnel sur l'éducation. Le reportage est signé Mohamed Kaintaou Adama Kamara. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement, de concert avec ses partenaires comme la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation, lance officiellement le projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous, MICRA. Plus de 4 millions de personnes, en l'occurrence des élèves et enseignants des écoles maternelles, fondamentales et secondaires, bénéficient de ce projet. Le projet met en place des programmes spéciaux pour les filles en termes d'accès. Donc nous savons tous que dans nos structures éducatives aujourd'hui, beaucoup de filles arrêtent d'aller à l'école après le premier cycle parce qu'il n'y a pas de classe fondamentale dans sa zone. Et au-delà de cela, il y en a qui arrêtent après l'EDF parce qu'il n'y a pas de lycée dans sa région. Opérationnel depuis 2021, MICRA se charge de la construction de 2 lycées d'excellence, 11 nouveaux lycées classiques, plus de 500 salles de classe et de la réhabilitation des écoles fondamentales dans les zones sécurisées. Cela afin de faire face au déplacement massif de la population. Le montant total de financement, c'est 240,7 millions de dollars américains, dont 80 millions de dollars sont fournis par la Banque mondiale et 60,7 millions de dollars par le Partenariat mondial de l'éducation, PME, pour lequel la Banque mondiale joue le rôle d'agence d'exécution. Les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle apporteront tout leur appui afin de garantir la réussite
de ce projet majeur. Nous recommandons l'opérationnalisation de toutes les instances de concertation et de coordination prévues dans le projet et l'accélération de la mise en œuvre des activités du projet afin de répondre aux défis urgents auxquels le système éducatif est confronté. Déjà, d'importants progrès sont enregistrés par le projet. Il s'agit de la réalisation des activités de remédiation pour les élèves en difficulté et de la mise en œuvre des activités de formation continue des enseignants. Le gouvernement n'a pas lésiné sur ses moyens pour accompagner MICRA qui prendra fin en 2027. J'invite les partenaires techniques et financiers, les services techniques de l'éducation nationale et des collectivités territoriales à travailler étroitement dans le cadre du projet pour rendre les services éducatifs accessibles aux enfants victimes de la crise multidimensionnelle, multiforme que traverse notre pays. En juin 2023, on dénombrait plus de 1700 écoles non fonctionnelles. 500 000 enfants affectés et 10 000 enseignants concernés. C'est des indicateurs qui donnent à réfléchir. Je voudrais donc féliciter le ministre de l'Éducation nationale et ses prédécesseurs. Parce que comme le président leur a dit en son temps, tous les ministres qui sont sortis du gouvernement, l'État va leur être reconnaissant parce qu'ils ont participé à l'écriture d'une grande page de l'histoire du Mali. Les examens sans fraude, ça va devenir de plus en plus une habitude. Une quinzaine de membres du gouvernement sont aux côtés de Dr Choguel Kokala Maïga pour le démarrage officiel de ce projet qui permet de relever les défis liés à l'éducation pour tous. La deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation est lancée ce matin. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le ministre en charge du domaine, colonel-major Ismaël Ouagué. Au programme, plusieurs activités visant à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Le thème retenu pour l'édition 2023 est « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali ». Mamadi Koné. Une semaine pour faire véhiculer des messages de paix et de réconciliation. Cette deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation, qui précède la commémoration de l'accession de notre pays à l'indépendance, est un espace approprié pour favoriser le vivre ensemble. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali ». Célébrant les idéaux de vivre ensemble et de cohésion sociale à travers notamment les activités éducatives, socioculturelle et de solidarité, sensibilisant les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de réconciliation et de la paix au Mali, identifiant les défis d'une paix inclusive et durable, proposant et en mettant en œuvre les pistes de solutions pour les relèves des défis identifiés, organisant des sessions d'information et de sensibilisation sur la promotion du patriotisme, du civisme, de l'éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale, et sur le rôle de la place des légitimités traditionnelles et religieuses. Cette semaine sera meublée par plusieurs activités identifiées et retenues par la Commission nationale d'organisation. Elle concerne les domaines suivants: l'éducation, les arts et culture, la citoyenneté, le civisme, le sport, la coopération entre civils et militaires, la promotion du genre et la solidarité. Pour la réussite de cette édition, il faut l'implication de toutes et de tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, et que chacun, en sa façon et conformément aux objectifs visés, puisse contribuer à rehausser l'éclat de cet événement. Le ministre en charge de la réconciliation a exhorté les hommes des médias à contribuer pleinement à la réussite de cette édition à travers la transmission de messages de paix et de réconciliation. Un accent particulier doit être mis sur les valeurs fondamentales relatives au partage, à la tolérance et au vivre ensemble. La célébration de cette semaine qui se tient du 15 au 21 septembre 2023, faut-il le rappeler, est une recommandation de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. La solidarité s'organise autour des 407 rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou.
À Tombouctou, justement, les acteurs humanitaires et les autorités régionales s'activent pour coordonner leurs actions. Outre la prise en charge dans les meilleures conditions, il est aussi question du retour rapide des passagers dans leurs localités respectives. Idrissa Goulou Sissoko. Les autorités régionales de Tombouctou et les acteurs humanitaires se concertent pour trouver des solutions à l'acheminement des 407 rescapés de Gourmararousse sur Tombouctou. Leur accueil, hébergement et prise en charge psychosociale. Cette réunion a juste un seul but, c'est de déterminer les conditions dans lesquelles ces rescapés vont arriver à Tombouctou ici, sains et saufs. Et à partir de Tombouctou, qu'ils regagnent chacun leur famille. Soutenir les autorités régionales et les rescapés dans cette épreuve est une priorité pour les membres du Conseil national de transition. Sous le jus de l'honorable président Malick Diaw, c'est cela qui a motivé ma participation dans la mission de ce matin sur Gourmararousse pour lire réellement ce qui se passe là-bas et rencontrer les rescapés, voir les conditions dans lesquelles ils sont et voir ce qu'il faut faire dans l'urgence pour atténuer aux difficultés qu'ils traversent aujourd'hui. Dès la survenue de cette catastrophe, les acteurs humanitaires se sont mobilisés depuis la base et rassurent de leur accompagnement. Tous les acteurs qui sont sur place ici à Tombouctou ont contribué vraiment au soulagement de ces rescapés qui ont été accueillis aussi par les communautés et les autorités au niveau du cercle des Raros. Au-delà des acteurs humanitaires, c'est toute la région de Tombouctou à travers les associations et personnes de bonne volonté mobilisées autour des rescapés pour leur permettre de traverser cette phase douloureuse de leur vie en toute quiétude. Et non loin de là, à Gao, le groupement des leaders religieux de la région a organisé une grande prière à la mosquée Tombeau des Askia à l'endroit des victimes civiles et militaires des attaques ou de l'attaque du bateau Tombouctou et des emprises de nos forces de défense et de sécurité. Plusieurs fidèles musulmans de la région ont répondu à l'appel pour cette prière collective. Le bateau Tombouctou a été attaqué la semaine dernière par des groupes armés terroristes faisant plusieurs victimes civiles, notamment des enfants et des femmes, une attaque barbare à laquelle les organisations régionales et la communauté internationale sont restées muettes. Aucune condamnation publique à ce jour, un silence incompréhensible, nous dit Tamsir Diabaté, qui revient sur cette attaque et les mesures prises par les autorités maliennes afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Horreur, les terroristes ont commis un sacrilège ce jeudi 7 septembre 2023. S'attaquer à un patrimoine du Mali vieux de 4 décennies au service du transport fluvial. La pilule était d'autant plus difficile à avaler que des innocents ont perdu la vie suite à l'attaque du bateau au Tombouctou. Les nourrissons, des femmes allaitantes, des vieillards tués. Ce grand-père qui s'occupe désormais seul de ses petits-enfants qui ont perdu leur mère. Ce sont les femmes de bonne volonté qui allaitent le petit qui n'a que 22 jours. Face à cette barbarie d'un autre âge, à cette violation grave des droits humains, comment comprendre le mutisme de la communauté internationale et autres défenseurs des droits de l'homme? Ceux-là même qui sont prompts à bondir et à dégainer dès qu'il s'agit des droits de l'homme. Ceux qui n'ont pas hésité de faire des faux rapports sur les événements de Moura, gardent un silence de carpe face au massacre de civils et à la destruction du bateau Tombouctou. Les ennemis de la paix dans leur furie ont attaqué les positions des Famans dans les villes de Bamba, Gao et Bourem. Mais c'était ignorer la puissance de feu des Famans. La riposte a été proportionnelle à l'acte ignoble commis
par les ennemis de la paix et surtout à la hauteur des attentes du commandement militaire. C'est d'ailleurs au nom de la solidarité et du sursaut national que le président de la transition a décidé de célébrer cette année le 22 septembre dans la sobriété en hommage aux victimes civiles et militaires des attaques terroristes de ces derniers jours. Et mieux, le chef de l'État a instruit au gouvernement d'orienter les ressources financières prévues pour le 22 septembre à l'assistance aux victimes des attaques terroristes. Une manière pour le président de la transition de renforcer l'unité nationale et le sentiment d'appartenance à une seule nation, le Mali. C'est dire en d'autres termes que la souveraineté n'a pas de prix, mais elle a un coût et des obligations auxquelles tous les Maliens doivent souscrire. La paix, le vivre ensemble et la pacification de la région de Bandiagara, des sujets au centre d'une rencontre de 2 jours organisée ici à Bamako par le gouvernorat en partenariat avec la commission de bons offices d'appui à la réconciliation et à la paix. L'objectif est de permettre aux différentes communautés de prôner la paix en vue d'un meilleur développement. Boubacar Bablé Touré. Venus des cercles de Bankas, Koro, Douanzan, Mopti et Banyangara, les participants à cette rencontre inclusive de pacification décident de parler le même langage, celui de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Une initiative du chef de l'exécutif régional de Banyangara en collaboration avec la commission de bon office d'appui à la réconciliation et à la paix avec le soutien du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. Vous avez échangé sur plusieurs thématiques liées à la réconciliation, au vivre ensemble, entre autres la question des déplacés internes, de leur retour dans leur village d'origine, de la gestion de groupes d'autodéfense et autres groupes armés, de la question des otages, de la question de la communication sur les réseaux sociaux. Le cadre a permis aux éleveurs et paysans, majoritairement Peul et Dogon, de se retrouver autour de l'essentiel, celui du développement qui passe par la voie de la paix et le vivre ensemble. Pour nous, c'est mieux de se voir, essayer d'avoir une solution par rapport à la crise. On ne peut pas rester indifférent. On est obligé de chercher au moins la solution par rapport à la situation. Nous n'étions pas dans une très bonne ambiance, mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés, nous avons parlé ensemble, nous avons échangé, nous nous sommes compris, nous sommes d'accord avec les résolutions que nous avons prises. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la mise en place d'une commission intercommunautaire de la paix et de réconciliation, l'accélération du processus de DDR, l'implication des légitimités traditionnelles et religieuses dans le processus de paix et de réconciliation des communautés à la base. C'était une rencontre initiée par le gouverneur de Bandiagara, une rencontre de 2 jours qui s'est tenue à Bandiagara. Page spéciale 22 septembre, jour J, -7. Au lendemain des indépendances, le Mali, pour faire face aux nombreux défis qui se présentaient au pays, a créé un certain nombre d'entreprises, parmi lesquelles la compagnie aérienne Air Mali. Elle a fortement contribué au désenclavement de notre vaste pays et incarné un véritable instrument de souveraineté. C'est pourquoi l'annonce par le président de la transition de la création d'une nouvelle compagnie russo-malienne suscite beaucoup d'espoir. La rédaction y consacre ce soir un magazine spécial. Je vous propose un extrait avec Modibo Mariko. Malika Konoba second temps, en français, les grands oiseaux s'enchèrent du Mali. C'est ainsi que s'exclamaient des Maliens chaque fois qu'apparaissait dans le ciel un avion d'Air Mali. En effet, Air Mali à l'époque avait tout pour plaire.
Une flotte de 17 à 18 appareils, dont des DC-3, des Boeing, des Ilyushin 18, des avions, mais également un équipage bien formé donnant à satisfaction un service de qualité. À cela s'ajoute l'engagement d'un personnel navigant et à terre, conscient des nombreux défis auxquels le Mali devrait faire face, d'honorer son pays. Nous avons réalisé ce qu'on ne pensait pas l'Africain capable de le faire. Nous avons conquis une part du malien dans le ciel africain, de haute lutte, donc pour contribuer au désenclavement, au rapprochement des peuples et des cultures. Nous pensons avoir été le meilleur ambassadeur pour le pays. Le transport étant un vecteur très important dans la politique d'un pays, et donc c'est par rapport à ça que tout de suite les plus hautes autorités ont compris la nécessité de développer ce secteur et de mettre en place effectivement une politique qui puisse amener à développer et à désenclaver notre pays. Raison géopolitique, peut-être que la création avait été décidée depuis la fédération, parce que le président Modibo est revenu en août. Septembre, octobre, on a créé Air Mali. Et dans ces bagages, le premier directeur était un Français, Marcel Rouya. Le 27 octobre 1960, une ordonnance a créé Air Mali. Mais avec cette ordonnance, Air Mali était plutôt une agence de transport. Mais elle est devenue compagnie avec exploitation de lignes aériennes à partir du 2 mai 1961. À l'origine de la création d'une nouvelle compagnie aérienne pour le Mali, l'urgence au lendemain des indépendances de combler les vides laissés par Air France qui venait de s'y retirer, mais surtout les besoins de ravitailler les Maliens en biens et en services dans les principaux coins d'un pays aussi vaste que le nôtre. L'impact du transport aérien en matière de solidarité sociale et même de cohésion nationale est un socle pour la politique nationale. À l'époque, il n'y avait pas de route. À l'indépendance, il y avait la route goudronnée, c'était Bamako, Ségou et Bamako Bougouni, plus Koulouba. Ça fait combien au total? Ça fait même pas 500 km. Les passagers transportés, ça a permis d'évaluer à 35 millions de kilomètres. Maintenant, pour les bagages, les fret, 50 millions de kilomètres. Et ça, c'est une année seulement après la création. Alors, je puis dire aussi que avec ça, la compagnie s'est développée. Précisément, en 1968 déjà, on pouvait compter 18 avions avec Air Mali. La naissance d'Air Mali et son développement avaient facilité le déplacement des Maliens tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. À l'interne, il y avait tout de suite des pistes d'atterrissage partout dans le pays. Au départ, on a recruté 2 équipages français, 2 équipages tchèques et un équipage français. Nous avons commencé le Sahel, Kaï Nyoro, Yelimane, Nara et la boucle du Niger, Mopti, Tombouctou, Goundam, Rarousse, Niafenke, Gao, jusqu'à Kidal. Les tarifs étaient bas. À l'époque, pour aller de Tombouctou, Gao, j'ai encore les copies des billets, c'était 4 540 francs. Tombouctou, Bamako, 11 000. Tombouctou, Niafenke, 1930. Tombouctou, Mopti, 6 650. Et Tombouctou, Niamey, ça ne dépassait pas 10 800. Et aujourd'hui, on en est à des centaines de milliers de francs. Mais la présence d'une compagnie aérienne, pour moi, est un pas important de la souveraineté nationale. Ce n'était pas fait pour gagner de l'argent. Une compagnie comme ça, ça marche avec perte. Il y a des secteurs productifs. Ces secteurs productifs doivent venir en aide à Air Mali pour permettre aux Maliens de se déplacer. C'est ça le vrai objectif d'une compagnie aérienne. Et les responsables doivent comprendre cela. Le Mali s'est ainsi lancé dans cette grande aventure avec seulement 3 avions gracieusement offerts par la reine d'Angleterre, un don obtenu par notre pays, mais non sans une certaine incompréhension entre les services diplomatiques anglais et maliens lors de la présentation de lettre de créance du nouvel ambassadeur du Mali à la reine. Gourdousso avait été nommé ambassadeur du Mali à Londres. Alors quand il a été, le jour où il devait présenter ses lettres de créance à la reine d'Angleterre, il était venu en tenue traditionnelle malienne. Chéchia, babouche, grand boubou malien. Mais le service de protocole de la reine, qui est venu dans la salle d'attente pour l'amener dans la salle où se trouvait la reine, a constaté que son habillement n'était pas ce qu'eux y souhaitaient. On lui a donné une liste
en disant qu'il paye un costume, une veste redingote que de pie, une cravate papillon noire, chemise blanche et souliers noirs. Alors que sans cela, il sera difficile d'aller vers la reine avec cette tenue. Donc il est sorti, il a appelé Modibo pour lui dire ce qui s'est passé. Modibo lui a dit de dire au protocole de la reine que si la reine ne peut pas le recevoir avec les tenues traditionnelles africaines, maliennes, qu'il le retourne à Bamako, il n'y aura pas de relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et le Mali. Alors, informé de cela, la reine a demandé à ce qu'il revienne avec ses tenues maliennes. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Et la reine a été tellement émerveillée qu'il a donné instruction à Lord Macmillan, qui était à l'époque Premier ministre de la Grande-Bretagne, de donner 3 avions cadeaux au Mali. Le Mali, concomitamment à la création de la nouvelle compagnie, a aussitôt entrepris de former aussi les personnels navigants. C'est ainsi que dans le cadre des bonnes relations qu'entretenait notre pays à travers le monde, des agents furent envoyés dans certains pays d'Europe de l'Est pour des formations accélérées. Au niveau des pilotes, il y a eu 2 groupes. Alors, ceux qui devaient faire des avions taxis pour les vols à la demande, pour les évacuations sanitaires, etc. Donc il y a eu ce groupe-là et qui a été formé en 19 mois et qui est rentré et fin 1962. Le deuxième groupe est resté sur place et pour continuer sur les avions de ligne, les Ilyushin 14. Nous, on faisait partie du lot et des aérotaxis. On est rentré en octobre 1962. Air Mali est un instrument presque de souveraineté, mais ce bel outil par excellence de désenclavement n'a pas connu que des hauts. Des bas, il en a aussi vécu. 4 crash, respectivement en France, Ouagadougou, Kati et Tombouctou, 3 compressions en 1984, 86, 88, laissant sur les carreaux près de 350 agents. Conséquence, des agents et par extension, les Maliens de façon générale sont restés la mort dans l'âme, scrutant le ciel pendant plus de 40 ans sans aucun espoir de voir de sitôt une compagnie aérienne malienne. Puis tombe cette bonne nouvelle après la visite du président de la transition en Russie pour le sommet Russie-Afrique. Nous allons développer aussi avec la Russie une compagnie aérienne russo-malienne. Donc c'est des procédures que nous allons suivre. Nous attendons impatiemment cette création. Quand il y avait le pèlerinage, les Maliens arrivaient avant tous les pays. Mais maintenant, quand il y a le pèlerinage, les pèlerins payent jusqu'à 4 millions et on est obligé d'aller vers les autres pays pour venir prendre nos pèlerins. Déjà, dans notre cœur, nous sommes fiers. En cette période de souveraineté retrouvée, la création de cette nouvelle compagnie sonne comme une des meilleures réponses aux besoins des Maliens de renforcer leur autonomie aéronavale. Mais cette compagnie aérienne pourrait aussi être un bel hommage aux victimes des différents crashs de l'histoire de l'aviation civile malienne. Gros plan sur la compagnie Air Mali, un magazine spécial 22 septembre de 26 minutes à suivre après cette édition. C'est avec Modibo Mariko. La coopération Mali-Chine se porte à merveille. Déclaration de l'ambassadeur chinois au Mali hier à la fête du 74e anniversaire de son pays. Occasion également pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, de vanter cette relation qui touche à plusieurs domaines. Boubacar Kanouté. Une minute de silence en la mémoire des civils et militaires maliens tués au cours des dernières attaques terroristes. L'exécution des hymnes nationaux des deux pays plante les décors de ce 74e anniversaire de la fondation du pays de l'Empire du Mali, la Chine, et le 45e anniversaire des réformes politiques et institutionnelles qui a hissé ce pays communiste au firmament. Un partenaire idéal du Mali dont le leitmotiv demeure le respect mutuel de cette coopération multidimensionnelle. Elle se manifeste dans plusieurs domaines. Les deux pays ont réalisé un développement sain et durable des relations bilatérales telles que le 3e pont de Bamako, l'hôpital du Mali, le centrale hydroélectrique de Gouina, le projet de la cité universitaire de Kabbalah, le projet pilote de l'électrification des villages par l'énergie solaire et le CICP
Il serait fastidieux de citer ici les différents projets de coopération bilatérale, tant la liste est longue. La quantité et la qualité de nos échanges est la meilleure des illustrations de l'excellence des relations qui unissent nos deux pays. Une exposition photo qui retrace l'amitié chino-malienne suivie de la collation boucle, ce 74e anniversaire de la République populaire de Chine au Mali. Direction la Havane au Cuba, où les présidents du G77 plus la Chine exigent un ordre juste au niveau international. Un sommet qui réunit ce vendredi et demain samedi les chefs d'État et de gouvernement de plus de 100 délégations. C'est autour du thème « Défis actuels du développement, le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation ». La délégation malienne est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, qui prononcera son discours demain samedi. Correspondance particulière depuis la Havane de Aïssata Ibrahim Maïga. La Havane, capitale cubaine, est l'épicentre du dialogue multilatéral et de la revendication d'un accès égal au développement. C'est à la faveur du sommet du G77 plus la Chine, dont Cuba assure la présidence. Le groupe, faut-il le rappeler, rassemble 134 pays, mais continue d'être appelé G77 du nombre d'États fondateurs en 1964. On les appelait jadis tiers-monde, puis pays en développement. Depuis quelques années, on les désigne Sud global. Le mot d'ordre officiel de cette rencontre de 2 jours est « Défis actuels du développement, le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation ». Au sommet de la Havane, la délégation malienne est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga. Le temps a été donné par le discours du président de la République cubaine, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, qui a rappelé que le G77 représente pour les pays du Sud une plateforme commune pour influencer certaines décisions internationales et afin d'atteindre des objectifs communs plus difficilement accessibles de manière individuelle. Le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, je le rappelle, prononcera un discours au nom du Mali demain, samedi. Ici, au Mali, à Ségou, remise d'équipements médicaux et de bureaux au centre de santé de référence Famori Doumbia. Cet appui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président du Conseil national de transition. Il vise à améliorer les conditions de travail du personnel, mais également le plateau technique, afin d'offrir des soins de qualité à la population. Nouhoum Sissoko et Djelimakan Diabaté sont nos envoyés spéciaux à Ségou. Les œuvres sociales de la transition se poursuivent tous azimuts. Le président du CNT, Conseil national de transition, vient de doter le CCRF, Centre de santé de référence Famori Doumbia de Ségou, d'équipements médicaux, d'appareils de froid et de mobilier de bureau. Il s'agit pour le colonel Malik Diaw de renforcer les capacités opérationnelles du centre dans la prise en charge des patients. Le don est constitué de tables d'examen, de tables d'accouchement, d'aspirateurs, de réfrigérateurs, de spectrophotomètres, j'en passe, le tout d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Ces équipements permettront sans doute d'améliorer les conditions de travail du personnel du centre de santé de référence, mais aussi de réduire les taux d'évacuation vers les centres de santé de niveau supérieur. Parmi tout ce lot, je vais prendre uniquement un matériel. Ça, c'est le spectrophotomètre qui vraiment est là pour le contrôle des malades tuberculeux, pour le contrôle des malades atteints du VIH. Je vous avoue que ça nous fait plusieurs années maintenant que nous cherchons à faire remplacer ce matériel. Quand le cabinet du président du CNT nous a contactés pour exprimer nos besoins, nous avons mis ça en première position. Et Dieu merci, ce besoin a été satisfait. Les autorités administratives, politiques et les acteurs de la société civile ont bien accueilli cet appui du président du CNT. Ils estiment qu'il doit permettre d'améliorer l'offre de soins. Ce don permettra sans nul doute d'améliorer de manière substantielle la prise en charge des malades à tous les niveaux de soins. De ce fait, il contribuera à relever l'important défi de réduction de la mortalité maternelle et infantile à Ségou, à préserver les jeunes et adolescents des problèmes de santé sexuelle et reproductive,
notamment les IST et le VIH-Sida, ainsi qu'à renforcer les capacités d'encadrement dans notre structure sanitaire. Le président de la Fédération locale des associations de santé communautaire de Ségou sollicite la dotation du CCRF en groupe électrogène de 50 kVA pour pallier les coupures intempestives qui perturbent le fonctionnement de la structure. La délégation a rendu une visite de courtoisie au gouverneur au nom du président du CNT. Assemblée générale constitutive de l'interprofession de la filière poisson du Mali. Les acteurs du secteur œuvrent à la valorisation justement de cette filière au Mali. La rencontre de 3 jours sera sanctionnée par la mise en place d'un bureau et l'adoption des textes de la filière poisson. Batraoré. Après la mise en place des filières bétail, viande et lait, l'heure a sonné pour la filière poisson au Mali. Pêcheurs, pisciculteurs et autres acteurs de la pêche, sous la conduite du comité d'initiative, décident de valoriser le poisson en créant la filière interprofessionnelle du poisson. L'objectif principal, c'est revivre le temps passé du Mali en matière de pêche et pisciculture. Parce qu'avant, aujourd'hui, le Mali était le serviteur de toute la sous-région en matière de poisson, d'eau douce. Ce qui va se décider, c'est avoir un bureau consensuel, travailleur. Pour la mise en place des différentes filières, le PADELM, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, apporte son expertise. Pour cette activité, il s'agit d'appuyer la structuration des filières. C'est l'organisation économique des filières en un mot. À l'issue des débats de 3 jours, il est attendu l'adoption des textes et l'élection des membres des organes de gestion et de contrôle de l'interprofession poisson. Nous fondons un grand espoir à la naissance de l'interprofession de la filière poisson, permettant de créer un cadre institutionnel efficace, capable de répondre aux enjeux de développement et de viabilité économique nécessaires dans la filière poisson. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a exhorté la nouvelle équipe qui sera mise en place à s'engager pour une plus grande adhésion de l'ensemble des acteurs pour garantir la représentativité et le développement de la filière poisson. De la pêche à l'agriculture avec un micro-barrage pour Sinsinan dans la commune rurale de Sanankoroba. L'ouvrage est remis par le ministre de l'Agriculture. Eh bien, il devrait permettre de réduire l'exode des jeunes et améliorer les activités génératrices de revenus des femmes. L'ouvrage est réalisé dans le cadre du projet Action. Youssouf Diakité et Ibrahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. Plus de 80 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de ces micro-barrages dont le bâtard d'eau est remis ici par le ministre de l'Agriculture au grand bonheur de la population de Saint-Sinan, commune rurale de Sanankoroba. L'ouvrage permettra d'exploiter plus de 60 hectares en période hivernale et contre-saison. Plus de 1500 personnes bénéficient directement de cet ouvrage. Nous avons beaucoup d'intérêt par rapport à ce barrage sur le plan social, sur le plan santé, nutritionnel. Donc, ça va permettre aux femmes de s'épanouir. En Bambara, comme on le dit, ko musoni mireka di dema. Et du coup, le mari, l'enfant et la femme même qui est servie d'une pierre de 3 coups maintenant. Ces micro-barrages est réalisé dans le cadre du projet Action financé par l'Allemagne et le Canada sous l'impulsion de la Direction nationale du génie rural. À travers ces ouvrages, il y a de l'emploi rural qui est créé, qui va maintenir les jeunes et qui va permettre aux gens de ne pas chômer une partie de l'année. Parce qu'on sème, on récolte et puis on attend la pluie. Ce ne serait plus le cas. Ça, c'est un cas de réussite où le barrage est fait et ça a plusieurs fonctions. Aujourd'hui, les nappes vont être rechargées et nous avons visité aussi un champ de riz qui prospère bien, qui est allé même au-delà des limites ordinaires. Il y a également l'abreuvement des animaux qui va se faire correctement. Le maraîchage, avec tout ça, je crois que le statut nutritionnel même de la population doit changer. Le ministre de l'Agriculture a dans son intervention insisté auprès du comité villageois de gestion du micro-barrage sur le suivi régulier de l'ouvrage dans l'intérêt général de la communauté bénéficiaire. En 3e région, fin des activités du projet dénommé Ben Nibassigui de Mercy Corps.
Cela après 2 ans de mise en œuvre des activités de résilience des communautés. Le projet est financé par l'Union européenne et exécuté dans les régions de Kayes et Sikasso. Moussafa Doumbia, Souleymane Bamba. Le projet Beni Bassigui a été lancé en septembre 2021 pour une durée de 24 mois. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Mercy Corps dans les régions de Kayes et Sikasso. L'un des objectifs de ce projet est d'améliorer la résilience des communautés. La rencontre de capitalisation et de clôture est le cadre indiqué pour rappeler quelques activités phares du projet. Nous travaillons de près avec des personnes dans la communauté qui remontent des informations sur des conflits naissants sur lesquels nous travaillons avec les comités de résolution de conflits, les commissions foncières, pour les traiter avant qu'elles n'escaladent. Et ceci permet vraiment de préserver la paix et la cohésion sociale dans les villages. Nous avons accompagné des jeunes, environ 360 jeunes, à lancer des activités économiques. Le projet Beni Bassigui couvre 9 communes de la région de Sikasso, dont 2 du cercle de Kadiolo, 2 de Yorosso et 5 du cercle de Sikasso. Les résultats atteints sont bien appréciés par les autorités administratives et politiques. Le projet Beni Bassigui est venu au bon moment pour répondre aux préoccupations de la région en contribuant aux efforts déployés pour la paix. C'est le lieu de remercier très sincèrement l'ONG Mercy Corps et son partenaire, l'Union européenne, pour cette contribution brillante au maintien de la paix et de la stabilité dans la région de Sikasso. La rencontre de capitalisation et de clôture du projet Beni Bassigui a regroupé les autorités administratives et politiques des communes bénéficiaires, les chefs de village et les chefs de services impliqués dans les actions du projet. Du sport, football, l'AS Real de Bamako accueille demain samedi au stade du 26 mars le FC Nouadhibou de Mauritanie. C'est au compte du dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF au complexe sportif Kadjali Diawara, fief des Noirs et Blancs de Bamako. Nouhoum Diané et ses joueurs se préparent sereinement pour mieux aborder le match aller. Famourou Djourté. L'AS Real de Bamako reçoit ce samedi 16 septembre au stade du 26 mars le FC Nouadhibou de Mauritanie au compte du match aller du second et dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Le dernier obstacle des clubs pour accéder à la phase de groupe. On tombe sur la Mauritanie, c'est un match de foot réellement qu'il faut prendre au sérieux. Voilà, si on veut se qualifier. Au premier tour, les Scorpions ont écarté Coton Sport du Cameroun, alors que les Mauritaniens se sont défaits des Libyens dans la Ligue Tripoli. Je connais le football mauritanien. J'ai été en Mauritanie plusieurs fois pour les matchs amicaux et les éliminatoires aussi du Chan où j'ai été là-bas. La dernière compétition du Chan, j'ai joué contre la Mauritanie. Donc je les connais très bien. Real de Bamako, Nouadhibou de Mauritanie sera un duel entre 2 clubs champions de leur pays la saison dernière. Le moral est là, toutes les conditions sont réunies pour la victoire. Le vainqueur de la double confrontation entre l'AS Real de Bamako et Nouadhibou de Mauritanie rentrera dans l'histoire. Aucun des 2 clubs n'a joué la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF depuis l'instauration de celle-ci dans la compétition en 1997. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta connaîtra son épilogue ce samedi au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. En finale, Ségou jouera contre Bamako. Ces 2 formations ont accédé à la finale après leur victoire en demi-finale contre respectivement le CNT et Tombouctou. Voyons les enjeux de la finale avec Abdul Karim Kaba. Ségou Bamako, l'affiche de la finale de la Supercoupe au Colonel Assimi Goïta. C'est une question de retrouvailles pour les 2 formations. Les finalistes du jour étaient dans la poule B de cette édition de 2023 de la Supercoupe au Colonel Assimi Goïta à Koulikoro. Cette rencontre sera-t-elle une revanche pour Ségou ou une confirmation pour l'équipe de Bamako? Déjà, lors de la 4e journée des poules, la formation de la capitale avait gagné par 4 buts à 1. On connaît de quoi l'équipe est capable de produire en termes de jeu. Et voilà, et en termes de duel physique. Donc on va se préparer comme tous les autres matchs. On a 2 jours pour préparer. L'idée que j'aimerais vraiment, c'est-à-dire on est au bout de l'effort, donc on cherche le trophée, Inch'Allah. Côté organisationnel, tout est fin prêt pour la finale. La Commission nationale d'organisation, avec à sa tête le lieutenant-colonel Cheikh Mamour Chérif Tunkara, est au four et au moulin pour la réussite de l'acte final. Cette Supercoupe a été l'occasion pour nous, un événement sportif, un événement social, culturel et même humanitaire.
Ça a été pour nous aussi l'occasion, en tout cas pour tous les participants et les sympathisants, de réaffirmer leur soutien au président de la transition. Nous soutenons entièrement le président de la transition, entièrement nos femmes, les familles éprouvées aussi. Et nous disons que nous cultivons ici l'amour, la fraternité, le vivre ensemble, et ensemble, main dans la main, nous vaincrons. Tous donc ce samedi au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro pour la finale de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta, édition 2023. Cette finale mettra aux prises Ségou et Bamako. Une finale à suivre en direct sur nos antennes demain à partir de 15h30. Ainsi va l'actualité ce soir. Nous saluons nos compatriotes établis au Cameroun, en Guinée équatoriale et en Angola. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.